et bienvenue à ce débat Vocal Europe sur l'Ukraine, demain membre à part entière de l'Union européenne. Je suis Camille Cerise-Gessan, rédactrice en chef adjointe à l'Agence Europe, spécialiste des affaires européennes, et je vais modérer ce débat aujourd'hui. Si on parle depuis le 24 février 2022 de l'invasion russe de l'Ukraine, Kiev a depuis longtemps cherché à se rapprocher de l'Union européenne. Il ne faut pas oublier qu'en 2014, les événements de Maïdan avaient été déclenchés par le refus de l'ancien président Yanukovych de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Celui-ci avait finalement été signé à la fin de l'année 2014. L'Ukraine a demandé quelques jours après le début de l'invasion russe, fin février 2022, à devenir candidate à l'Union européenne, une candidature que l'Ukraine a obtenue en juin 2022. La Commission avait alors mis en avant 7 critères à remplir par Kiev pour pouvoir ouvrir les négociations d'adhésion à l'Union européenne. La semaine dernière, la Commission a présenté des conclusions orales sur l'avancée de l'Ukraine dans ces 7 critères. 2 ont été remplis. Il s'agit de la réforme de 2 organes clés de la gouvernance judiciaire, le Conseil supérieur de la justice et la Commission supérieure de qualification des juges. L'autre critère est la législation sur les médias. La Commission estime aussi que des avancées ont été réalisées dans la réforme de la Cour constitutionnelle. L'Ukraine a aussi réalisé des progrès dans 4 autres priorités, mais ils sont encore insuffisants selon la Commission européenne. Kiev doit faire plus dans la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment d'argent, la désoligarchisation et sur le sujet des minorités nationales. La réforme de la désoligarchisation est, selon un diplomate, le sujet le plus complexe pour Kiev. L'Ukraine a encore quelques semaines pour progresser sur ces critères. La Commission européenne publiera en octobre son rapport officiel sur les progrès de l'Ukraine. Et en fonction de ce rapport, les États membres décideront ou non en décembre d'ouvrir les négociations d'adhésion avec Kiev. Cette décision doit être prise à l'unanimité. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne cesse de répéter qu'il est important pour son pays d'ouvrir ces négociations à la fin de l'année. De plus, selon des responsables ukrainiens rencontrés à Kiev il y a quelques jours, 2023 est vraiment l'année où il faut avancer dans l'adhésion de l'Union européenne, de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN, car 2024 sera une année électorale, notamment au Parlement européen. Et les Ukrainiens ont peur que cela bloque leur avancée sur la voie euro-atlantique. Si les négociations sont ouvertes, le chemin restera quand même très long pour l'Ukraine pour qu'elle devienne membre de l'Union européenne. Pour discuter de tout cela, avec nous, nous avons aujourd'hui M. Henri Malos. Bonjour M. Malos. Bonjour. Vous êtes président de Vocal Europe et président du conseil d'orientation de l'association Jean Monnet. Bienvenue. We have also with us today 2 people by VTC, Mr. Yuri Chernenko, member of the Ukrainian Civil Society, but also entrepreneur and scientist. Welcome to you, Mr. Chernenko. Can you hear us? Yes, I can hear you. Great. Thank you. Et enfin, last but not least, nous avons le plaisir d'accueillir aussi à distance M. Mikolas Krivensky, journaliste slovaque d'origine hongroise. Vous êtes président de l'association des victimes de déportation et de leurs descendants. Bonjour à vous. So, bonjour. Mr. Chernenko, I will begin with you. As a member of the Ukrainian Civil Society, can you explain what are the challenges in front of Ukraine and if the accession of the EU is the best opportunity for Ukraine right now? Thank you. Good day, everyone. I would like to express my gratitude for the opportunity to take part in this forum and speak in such a format. I'd like to note I am not representing the state here, but rather a public initiative. Due to the state of war in Ukraine, I was not permitted to travel and could not physically attend the meeting, so we will communicate via teleconference. My name is Yuri Chernenko. I am a scientist, practitioner, entrepreneur, and an active participant in public work since the onset of Russia's war against Ukraine on February 24, 2022. I believe that the power should be controlled by the people, and my aim is to assist not only state and municipal institutions, but also public organizations using my expertise in managing complex organizational processes and developing information systems. Today, I will present to you our platform e-State and how this initiative can help Ukraine foster mutual relationships with the EU. Should the European Union open its doors to Ukraine? This question is not only about what Ukraine stands to gain, but equally about the potential advantages and challenges for the European Union itself.
Ukraine, a country abundant in natural resources, has much to offer. With its strong agricultural potential, preservations of sophisticated industries such as rocket and aircraft manufacturing, and an educated workforce, it could significantly contribute to the economic growth of the EU. The geopolitical positioning of Ukraine also brings substantial strategic benefits. Its location bridges the West and the East, enhancing the EU's influence and security in the region. However, these potential benefits do not come without challenges. The post-war reconstruction of Ukraine would require substantial investment, adding economic pressure on the EU. Furthermore, the legislative and normative difference between Ukraine and EU may pose adaptation challenges. The possibility of repeated military conflict involving Russia also stands as a potential risk, especially for investments targeted at certain regions of Ukraine. Therefore, it is crucial to consider not only the economic implications, but also the political and social ones. For the EU's citizenry, accepting Ukraine would undoubtedly bring changes to the existing order. This necessitates comprehensive analysis, scenario modeling, and preparation for both Ukrainians and EU citizens. The concept of the e-state with its possibilities for data collection and analysis can serve as a tool for preparing both sides for the upcoming changes. Ukraine and the EU are in a complex situation with mutual interest in Ukraine's accession to the EU, but also numerous unresolved issues slowing the process. The lack of information, speculation and distortion of information, and misunderstanding of how to establish cooperation all play a significant role. The current information flow is so rapid that even professionals can't react in real time. Thus, we need to involve network technologies and artificial intelligence to help in hypothesis testing and foster expertise, commitment, and independence. The technical task of improving cooperation between Ukraine and the EU must be dynamic, with state structures of Ukraine and the EU working in collaboration with informed public. There might even be a need for an EU version of e-state to facilitate the process, but we are not delving that today. In Ukraine, the pervasive corruption problem has roots in several elements: lack of public control over state information, non-market economy with state influence on businesses, presence of personnel in key positions without the necessary qualifications of experience, lack of reliable information for decision-making, insufficient accountability mechanisms for public officials, and limited expertise of anti-corruption organizations. Our approach to tackling these issues includes establishing an e-state, assembling experts in our Coordinated Council for National Unity and Strategic Development of Ukraine, and creating a mechanism of public control over state and municipal apparatus. While we have the experience and tools to do this, we anticipate challenges such as state interference, misconceptions comparing us to scandalous projects, and limited support in official circles. Despite this, we remain committed to our goals. Ukrainians' future in the context of EU integration will be marked by robust cooperation in key sectors such as economy, security, education, and culture. Post-Russia's full-scale attack in 2022, we have been brought significantly closer. To manage expectation and deadlines, a wide circle of citizens, experts, and public figures should be involved in these processes. Overcoming the challenges of this integration requires the expansion of experts and tools. This undoubtedly will bring new questions to the fore, but its good problems cannot be solved by avoiding them. Our strategy involves supporting specific projects and initiatives working towards Ukraine's European integration, establishing communications, and involving businesses to support this cause. We aim to provide citizens with new opportunities that they can utilize, not just financial gains. However, we are prepared to encounter resistance from those who find transparency inconvenient. In any case, Ukraine is the heart of Europe, and our ultimate goal remains unwavering. As we come to the end of this presentation, I would like to reiterate a few key points. The question of European integration is multifaceted and complex. Therefore, it needs to be approached by a wide range of professionals equipped with robust tools for making well-grounded decisions.
In Ukraine, we have experts who look at things broadly and professionally without major illusions. This is why we initiated the e-state project. I invite you to have further discussions on this topic, especially if what I've said resonates with your own experience and feelings. Let's exchange thoughts, share information, and perhaps create joint working groups in certain issues. I want to leave you with a quote: "You can only measure what you can measure. You can only manage what you can measure." We need to translate Ukrainian-EU cooperation into measurable terms, involve public experts, and use modern tools. I'm open for any questions now. Those that require an extensive answer, I will answer in detail after the presentation and I share with you. Thank you. Thank you very much, Mr. Tchernenko. Monsieur Malos, on a vu que le Parlement européen est en faveur de cette adhésion de l'Ukraine. Le Parlement soutient fortement cette adhésion, tout en reconnaissant que le pays doit faire des efforts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du point de vue de la société civile européenne, quel est le ressenti de cette société civile par rapport à l'adhésion de l'Ukraine? Thank you very much. Je vais répondre en anglais. Because I think it's also a good sign for Ukrainian colleagues that you spoke French, I speak English, he speaks English, some other. Is that the multilingual, European Union is multilingual. It's not just English speaking, what maybe some people would like to hope, specifically now after Brexit. This is why we changed language. But I think we understand each other. This is the most important. So we just skip to English, if you don't mind, just for a friend, and our friend Krivansky maybe come back to French. Just we understand each other. I would just say that thank you for your question about civil society. In fact, I was involved in the Ukrainian events with the civil society already when was the Maidan events. I was there as president of the Civil Society Institution of the European Union. I was present during days and nights. I think I was the unique president of the European institution to be on Maidan. I've been banned to Russia due to that presence. But I'm always been in favor of dialogue, peace, and civil society engagement. I would just say, to answer to your question concerning enlargement and civil society view, that it's of course a very serious question. It has to be considered, and as Mr. Yuri presented very correctly, it's not a very easy process. And sometimes when I see the public debate in Ukraine, it seems to be you join the EU like you join the Rotary Club, or like you join NATO. It's something totally different. European Union is an integration process where sovereign states decide to transfer their sovereignty, of course in some sectors, to transfer their sovereignty to a European bodies like the European Parliament, the European Commission, and others. And some countries dislike that. This is why the UK voters decided in 2016 to quit the European Union, because they found that this transfer of sovereignty was too much. So this is why this has to be also reflected in the Ukrainian society, because it's a serious thing. But I want to say it's a very serious thing. Another aspect of that point is that, of course, we all wish that Ukraine will join the European Union as soon as possible. In my Jean Monnet Association, we were among the first to ask for the European Council to grant the statute of candidate country for Ukraine as a solidarity gesture, as a political support. In fact, all these appeals for the European Council to give the official statute of candidate came from the civil society and from the political sphere. From the European Parliament was the first institution to discuss, to elaborate resolution already after Maidan's event, 2014, 2015. At that time, if you have asked the European Commission, they would say, this is something, put it under the carpet. But civil society organization, democratic force have always been, I would say, in solidarity with the Ukrainian people. But as I said,
And I'm very happy that you mentioned the question of information flow. Integration in the European Union needs a huge information complex to deliver to the citizens, to the business, European business also, to the ministry, to all the bodies, to the municipality. I'm working now with you on a project with municipality. That's very important. Municipality, I know in Ukraine, are become more and more democratic, more and more strong, not the case of a region, but municipality, and they are local actors, very influential. So the enlargement process is not the affair of the Minister of Foreign Affairs of Ukraine and of the European Commission and the EAS and Mr. Borrell or Mr. Varhelyi. It's the affair of everybody and mainly about the civil society. They should not be left over. I really ask for you, the Ukrainian government, already now, even if we have this situation of war, to consult all the civil society, all the organizations, all the partners, municipalities, local territories, about all steps to the European integration. Not to let them, as for example, I follow the integration of Bulgaria, I follow the integration of Romania, of Slovakia, of other countries, and I say that this government were always very reluctant to give the information to the citizens or to the NGO. They want to keep the information for themselves. They say EU is us, so the EU money is us, but this is wrong. As you say, we need transparency and we need involvement for the civil society. I will just now conclude with two last points to be brief, maybe more political, but I think it's important, as I said, that it's all the Ukrainian society will join the EU. That means Ukrainian society, that means with all its components. We have an exceptional situation since the Russian invasion. But we all know that part of the Ukrainian population has been, as we say, cut off. Cut off. You remember some political parties who were very influential, like Pro-Life or others, have disappeared, have been banned. And I would not like to see a part of Ukrainian society to be put aside, to be forced to move, to migrate, to emigrate to the east, or to not recognize themselves. The process should be for all the people who speaking all language, Ukrainian, Russian, Hungarian, Romanian, and others, should be an inclusive. This is I think, the European Union principle. And I will end by maybe even more provocative last word, but you know I'm actual president steering committee of Jean Monnet Association. Jean Monnet in 1943 in Algiers, when he was sitting with General de Gaulle preparing the end of the war, they all knew that it was the end of a Nazi regime. They were already thinking of how to integrate Germany in a new Europe. So I think we should have this question for the future, how to integrate one day Russia in a new Europe. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Malos. Monsieur Krivensky, on a vu dans le rapport oral de la Commission européenne que le droit des minorités était un souci, qu'il fallait que l'Ukraine fasse des efforts à ce sujet. Pourriez-vous nous donner un peu plus d'informations sur la situation des minorités en Ukraine? Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que je continue en français ou on utilise l'anglais? Faites ce que vous préférez. Si vous souhaitez le faire en français, vous pouvez le faire en français. Si vous préférez l'anglais, au choix. Je continue en français. Bon. Tout ce qui concerne le problème des minorités, il faut se mettre à l'évidence que l'Union européenne fait des déclarations très nécessaires et très solennelles. Mais en pratique, si nous scrutons un peu la situation des minorités au sein de l'Union européenne, ça nous permet de quand même avoir quelques critiques concernant l'approche de l'Union européenne de la question, parce que nous avons quand même du retard concernant les droits des minorités ici en Europe, je veux dire dans l'Union européenne. Nous manquons d'un cadre juridique bien établi, bien précis, qui garantit le statut de ces minorités. D'ailleurs, déjà parler des minorités, je crois qu'on devrait reconsidérer cela
on devait parler de communautés linguistiques ou des communautés nationales selon leurs souhaits dans les États membres. Donc, si quelqu'un se considère comme minorité, souvent, c'est un point de vue de la majorité, parce qu'il y a des territoires habités par les gens appartenant à des minorités nationales ou linguistiques, où ils sont la majorité. Donc, c'est un peu une question par rapport rapport majorité-minorité. On devrait reconsidérer tout cela. Ce qui concerne la position de l'Union européenne et de la Commission européenne, nous pouvons seulement saluer, mais toutefois, on devrait quand même prendre l'initiative, avant toute adhésion, pas seulement de l'Ukraine, mais aussi les États balkaniques, qui sont aussi candidats à l'adhésion, donner un cadre juridique bien précis et conforme aux desiderata et aux souhaits des concernés. Concernant l'Ukraine, il est regrettable de constater que l'Ukraine a fait des efforts quand elle a pris une décision en 2017, faire une loi qui garantit l'éducation dans la langue des minorités, en plus qui considère que les minorités ont les mêmes droits que la majorité. Mais depuis quelques années, il y a une dégradation de cet annoncement des droits des minorités, parce que on a quand même procédé à une discrimination entre des peuples autochtones. La loi sur les peuples autochtones d'Ukraine de 2021 prend en considération seulement 3 entités. Cette loi est visée pour l'usage des habitants non ukrainiens de la Crimée. Mais il s'agit donc des Karaïtes, des Krimtchaks et des Tatars de Crimée. On oublie les autres et surtout les russophones. Qu'adviendront-ils? Comment on va régler leurs problèmes? Donc, je crois que dans un état des choses actuelles, l'issue de la guerre n'est pas encore certaine. Elle peut durer, mais toutefois, comme M. Malos a évoqué, nous devons penser au-delà de la fin de la guerre, et nous devons penser aussi comment intégrer plus tard les Russes. Et un geste, et pas seulement un geste, mais surtout un acte juridique garantissant les droits à la communauté russophone, qui n'est pas nécessairement seulement constituée par des Russes ethniquement parlant. D'autres ethnies qui utilisent la langue russe font partie de cette communauté russophone. Certaines dispositions de la législation ukrainienne ouvrent une voie déjà à un règlement pacifique et comment dirais-je, équitable à la question, mais je crois que l'Ukraine devrait reconsidérer sa position sur les statuts des minorités, s'inspirer des solutions qui sont en usage dans l'Union européenne. Il y a différents moyens de le faire, ou éventuellement le modèle suisse. Donc c'est à discuter dans la société civile et dans la société politique ukrainienne. Voilà, brièvement pour lancer le débat. Merci beaucoup, Monsieur Krivansky. Et on a la chance d'avoir Madame Gisler-Lima qui nous a rejoint sur ce plateau. Donc, vous êtes députée européenne PPE luxembourgeoise. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Pourriez-vous rapidement nous expliquer comment est perçue l'adhésion de l'Ukraine au sein du Parlement européen? J'expliquais avant votre arrivée que le Parlement européen était plutôt en faveur de cette adhésion. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détails?
Le Parlement européen a, dès le départ, dès cette guerre d'agression tout à fait injustifiable, s'est mis aux côtés de l'Ukraine et lui a apporté son soutien. Notre présidente a été la première à aller, des personnes officielles à aller en Ukraine pour dire son soutien, notre soutien à l'Ukraine, et on n'a jamais cessé. Et quand il a été question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, l'attitude est une attitude favorable. Il est évident qu'il y a un chemin à parcourir, mais l'attitude fondamentale est une attitude favorable. On voyait justement M. Krivansky parler du droit des minorités. Je sais que c'est un sujet important au sein du Parlement européen. Que peut faire le Parlement européen pour aider l'Ukraine sur ce sujet? Mais je crois que le Parlement européen a, dès le départ, dit qu'il serait aux côtés de l'Ukraine pour tout ce dont elle aurait besoin. Il est clair que l'Ukraine a un chemin aussi du point de vue démocratique à parcourir. Et c'est justement, je crois que vous avez parlé, des conditions, des 7 points principaux qui sont demandés. Et pour chacun de ces points, le Parlement se tient aux côtés de l'Ukraine et est prêt à aider dans tout ce qui est nécessaire pour aider au changement aussi, mais je crois que la Commission aussi le fait, pour être là, pour aider, si c'est nécessaire, pour le changement des textes et pour voir comment procéder et comment avancer. Mais l'Ukraine a aussi déjà fait beaucoup de son côté. Elle a déjà fait pour ce qui est de la justice et pour ce qui est des médias. Donc les pas qu'il y avait à faire, parce que c'est quand même l'un des points les plus importants, c'est avoir une justice indépendante et avoir une justice intègre est vraiment l'une des bases pour la démocratie. Et c'est par là, l'Ukraine les a fait. Moi, j'avais vraiment, quand je vois les pas que l'Ukraine fait, on se dit qu'elle non seulement elle veut entrer dans l'Union européenne, mais elle veut aussi faire ce qu'il faut pour y entrer. Elle veut correspondre aux valeurs que nous demandons. Mr. Tchernenko, Mrs. Wessler-Lima was talking about media and the law on media. There is a big issue also in Ukraine, it's disinformation. So how the civil society and how also the politicians are fighting against the disinformation, especially during this time of war? You know, we collect in such cases and trying to do the best from our side, but we are public non-state initiative. So yes, we understand this and admit such a problem, and it is like required as a basis of real journalism that situation needs to be learned widely and under different angles. So that is task that we fight for the moment. Oui, je vous en prie. Oui. Sans entrer dans les détails, justement, ce que l'Ukraine a réussi à faire au niveau des médias, c'est de créer cet espace de liberté, avec ces lois, de créer cet espace de liberté pour les médias, tout en, justement, prendre ces précautions auxquelles nous d'ailleurs devons aussi penser, qui est de nous protéger contre les fausses informations, contre la propagande, qui crée une situation qui est d'ailleurs extrêmement dangereuse pour les démocraties, parce que sans des médias dans lesquels on peut avoir confiance, la démocratie ne peut pas fonctionner. Et donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment très important, et l'Ukraine a su faire avec les changements qu'elle a apportés aux lois, elle a su créer cet équilibre entre créer l'espace de liberté tout en se protégeant de ce qui est les fausses informations. Il y a un autre sujet aussi. Oui, je vous en prie. No, not just briefly to the question of Yuri and to the way. I think it's a very delicate issue, freedom of media, specifically in terms of war, because in time of war, if all the sides try to make propaganda. And we should really always be aware that our citizens today, with the social medias, any propaganda will fail. The Russian propaganda, but as we saw the American propaganda during the war in Iraq or the Gulf War, every propaganda failed because there is this space of freedom. And we should always not replace fighting against disinformation, that's really needed. Fighting against propaganda should not be, in a way, another propaganda from the other side.
You know, on dit en français, la fin ne justifie pas les moyens. We should always keep on our democratic values. Our democratic values mean to have an open space for freedom of speech. Nobody should be arrested because he says something that we dislike. Of course, if someone is financed by China or by some others, it should be denounced. But we should let the freedom of the media. And I see personally, as citizen, as representative of civil society, unfortunately, a slight tendency in the European Union today to try to control Twitter, control the media, putting rules, I say, okay, so far so good, we have a war, I understand, but take care. We should be very careful in that, because when you take anti-freedom laws, because of the war, you adopt them, but you will never know when there will be so replaced. So I say the border there is very, la frontière pour venir en français est extrêmement tenue. Il faut faire extrêmement attention à ne pas tomber dans un excès inverse. Il faut garder une ligne très difficile à tenir, mais qui est essentielle à tenir parce qu'il en va de mes convictions, de nos convictions, les convictions des citoyens sur la démocratie et sur la liberté. Sinon, on aura forcément un retour de bâton. Je voulais répondre. Oui, c'est tout à fait juste. On est sur une corde raide. Et l'un des moyens que nous envisageons d'un point de vue aussi ici au Parlement dans certains des textes sur la liberté des médias. J'ai fait justement un rapport sur la situation des journalistes dans le monde et ce que l'Union européenne fait, la politique de l'Union européenne en ce sens. Et l'un des points qui nous semble primordial justement à cause de cette désinformation qui vient de pays totalitaires et qui nous inonde, et de l'autre côté, nous n'avons pas accès à cet espace pour dire ce qu'il en est de notre côté à ces populations, c'est ce point de la réciprocité. A le droit de diffuser chez nous, là où nous avons le droit de diffuser. Je crois que ça, c'est un équilibre qui peut, du moins, apporter des solutions à certains points. Et en termes de communication, je voudrais revenir avec M. Kriwanski. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment les minorités perçoivent une future adhésion de l'Union européenne? Est-ce qu'ils sont informés sur ce que c'est? Souvent, on voit que parfois des minorités sont peut-être plus pro ou plus anti-européennes selon les pays, même au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est pour les minorités en Ukraine? Je ne crois pas qu'il y a des minorités qui seraient contre l'adhésion, parce que c'est dans leur intérêt propre. Évidemment, il y a des ressentiments chez certaines minorités éventuellement. J'ai l'impression que parmi la minorité hongroise, l'idée d'adhésion à l'Union européenne n'est pas toujours reçue favorablement, puisqu'ils jouissent déjà souvent de la double nationalité, donc ils ont la facilité de voyager avec un passeport hongrois, mais par contre, voir l'Ukraine adhérer à l'Union européenne, je crois que parmi la population minoritaire hongroise de la sécurité ukrainienne, bute à certains ressentiments dû à la politique actuelle qui s'est établie entre les deux gouvernements, dont l'issue est incertaine. Mais les autres minorités, ils ont intérêt absolument de soutenir la... Je n'ai pas décelé comment dirais-je, d'opposition, sans doute il y en a, les gens réfléchissent différemment, mais ce n'est pas vraiment une attitude générale, parce que l'Union européenne est un projet pour tout le monde. Donc ce n'est pas seulement pour tous les citoyens ukrainiens, donc ça a une importance de tout point de vue. L'espoir que l'Union européenne
que résoudre le problème des minorités. Là, peut-être on peut se poser des questions parce que, comme j'ai déjà évoqué, tous les problèmes des minorités dans l'Union européenne ne sont pas résolus d'une façon satisfaisante. Monsieur, Donc, je crois que... Monsieur Krivensky, je vais vous couper parce qu'on ne vous entend pas très bien, je suis désolée, vous avez un petit souci de connexion. Je voulais revenir, mais si vous arrivez à mieux vous reconnecter, vous pouvez répondre avec plaisir. Je vais venir sur un autre sujet. Quand on pense à l'Ukraine et quand on parle d'Ukraine, on parle souvent de corruption, malheureusement de problèmes de corruption à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit politique, mais aussi au niveau inférieur, quand vous allez par exemple chez le médecin ou pour avoir des avantages, etc. De quelle manière le Parlement européen peut-il aider l'Ukraine à avancer dans sa lutte contre la corruption ? Encore une fois, nous ne sommes pas sur place, donc tout ce que nous pouvons faire, c'est apporter l'aide demandée directement par l'Ukraine. Mais aussi, quand il s'agit de corruption, je dois dire que l'annonce de l'arrestation du président de la Cour suprême en Ukraine, justement pour une affaire de corruption, quelque part, je ne sais pas quelle va être la suite, mais le fait même que cette arrestation ait eu lieu montre que les Ukrainiens sont en train de vraiment faire le travail et qu'ils veulent aller dans une certaine direction. Sinon, une telle arrestation n'aurait jamais eu lieu. Maintenant, plus que d'être à disposition, il est compliqué pour le Parlement européen de le faire, mais je dois aussi dire que ça doit être une tâche titanesque parce qu'on sait bien que quand la corruption s'installe à tous les niveaux d'une société, avant de changer ses habitudes et cette façon de faire, ça demande beaucoup d'énergie, de travail et de volonté. Mais les Ukrainiens montrent qu'ils sont capables de beaucoup, donc j'ai confiance qu'ils résolvent aussi cela. Merci. Mr. Chernenko, can you explain on the ground how you are fighting against corruption and if corruption is still a big issue of your country or is it getting better and better? I feel that it gets better step by step. I cannot say that it goes as quick as we would like to. And for the moment, we believe and we tried on what was depending on us as a group of public organizations. So we are developing a special software platform for information exchange to collect data of different cases, to analyze and to train staff who is actively involved from public organizations into fighting against corruption. And I think that good results will follow. Of course, it is very time-consuming and but it is long run anyway. It cannot be solved very quick. So I think it is 1 to 2 years exercise till it drops dramatically. From the other side, corruption needs to be considered as part of wider problems that exist in our society. It is, let's say, monopoly for some kind of information that only state and officials hold, and very difficult to cover by public control such areas. At the same time, a lot of officials need to be trained, specially trained, to solve this corruption issue. So I think Ukraine is taking steps forward towards that, and public organizations and public control will be useful tool to find solution in near future for this problem. Monsieur Malos, comment la société civile européenne peut-elle aider ses partenaires ukrainiens? Et je voulais aussi vous demander, l'Ukraine c'est quand même un pays de 40 millions d'habitants, est-ce qu'on pourrait facilement l'intégrer à l'Union européenne une fois que tous les problèmes auront été réglés? Yes, no, first of all, I don't think that there is any problem of size. As I say, we lost a big country, UK, with more than 60 million, 65 million, so now we can integrate Ukraine.
Okay, I speak to the MP from Luxembourg, who is not the biggest state, but I don't think it's a question of state, of a number of population. It's a question of engagement of all the society. That's why I insist about the unity of all the Ukrainian society, including all the non-Ukrainian speaker, Russian speaker, and other minorities. Political unity from the east, from the west. We all know that Ukraine was more or less divided in the east part and west part for historical reasons. And now the big challenge for Europe and for the Ukrainian leadership is to reunify. To reunify Ukraine, bring peace, of course, we hope, after this horrible invasion, but bring peace, but also keep back the territory, but also bring unity in all the political components of the society without excluding one part or the other for I would say bad reasons, which I consider bad reasons. But coming back to the question of corruption, I would just say that from my point of view, civil society, what you need, as Mr. Chernenko was mentioning, this monopoly of information, flow information coming from the government. We need counterpower. If you don't have counterpower, you will have, of course, the big temptation of corruption, because nobody controls you or you control yourself. So we need, as I would say, a total free media without any way of checking what are the goodies or the baddies. Total free media, of course, with some rules, but total free media. We have very active NGOs. You have NGOs like Transparency International, Anticor, or others who are very active and who can't go to the justice. That's why we need also a free and stable justice. And I will just add, as I see, because I'm working with Ukrainian municipalities, that a lot of effort are done in some cities. I was recently with the mayor of Nikopol. Nikopol is unfortunately a city by the Dnipro, just in front of Zaporizhzhia power station. So quite a ghost city because a lot of population left. And they have been, for the last 2 years now, of course, it's a worse situation, but declare as they got an award of the most, how to say, clean and ethical, non-corrupt city, where the local municipality, with the help of citizens' initiative, have really looked at all the state, including the small corruption. Because when we speak about corruption, we always speak about billion, but what the citizens heard the most is the small corruption, the corruption that the policeman will ask for the citizen, for the driver of his car, pay me this, and if not, I give you, how to say, a penalty. Or the corruption in education, pay me this, and your kids will get the diploma. This still exists today, these things in countries like Bulgaria and Romania. And unfortunately, I think the European Union didn't pay so much attention to all this small corruption will really spoil the life of the citizens. Merci beaucoup. Malheureusement, ça va être l'heure de conclure. J'avais juste une dernière question pour vous tous, que je vais faire en français puis en anglais pour que vous puissiez tous y répondre. Pensez-vous qu'il sera possible pour l'Ukraine de remplir tous les critères d'ici la fin de l'année et donc d'obtenir l'ouverture de négociations d'adhésion? Donc, do you think it's possible for Ukraine to meet all the criteria and to open the negotiation at the end of the year? Je vais commencer du coup par Monsieur Chernenko. Do you think it will be possible? In some aspects, maybe yes, but in some areas, I am not as optimistic. Maybe I think it will require a lot of efforts, and it will be exercised for 2 to 3 years. It is my just own opinion. Monsieur Krivensky, avez-vous peut-être un avis plus optimiste ou positif? Ben, je reste optimiste, mais je me joins à Monsieur Chernenko parce que vu les adhésions précédentes, ça a pris quand même 3, 4, 5 années, donc soyons patients, mais quand même soyons positifs, restons positifs. Madame Wissler-Lima, êtes-vous plus optimiste que nos deux autres participants? Je ne pense pas que ce soit si important, que ce soit un mois avant ou un mois après, et j'irais même une année avant ou une année après. La Lituanie, qui a été le pays qui a le plus rapidement conclu, c'était en 3 ans, la Pologne en 4. En fait, je ne pense pas que ce soit ça qui soit important, c'est vraiment
le chemin à prendre. Et je crois que pour l'Ukraine, ça aussi, c'est important. C'est ce chemin qu'elle est en train de faire. C'est toutes ces actions qu'elle prend pour que sa société corresponde à ces valeurs que nous voulons partager et qui sont importantes. Donc le chemin est tout aussi important qu'ensuite être membre, ce qui est bien évidemment le but que nous voulons atteindre. Mais fin de l'année, l'année suivante, je ne crois pas que ce soit ça le plus important. C'est cette perspective pour les Iraniens, pour le peuple iranien, de savoir que les portes sont ouvertes. Pardon ? Ukrainien ? Oui. Vous disiez iranien, mais c'est important. Ukrainien, excusez-moi. Ukrainien, que les portes sont ouvertes et que nous les attendons et nous voulons les accueillir. Monsieur Maloche, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous aussi vous pensez qu'on va devoir attendre un peu plus que la fin de l'année pour ouvrir les négociations d'adhésion? No, I just share totally the point of view of our colleague from the European Parliament. That means that the start of negotiation is not so important. I will take, how to say, the opposite example. We start almost 20 years ago negotiations with Turkey. We even finished 15 chapters of negotiation among I think 32, and we all know that Turkey will probably never join the European Union. So the question of starting negotiations is not so important. Important was to grant the status. This gives the perspective. And you have the engagement, as you were saying, the engagement of the whole society, of the local authorities, government, all the political force, including all the ones who have existed before 2022, to really represent all the citizens, not to have an exclusion. And if all this society is ready to join the European Union, that will be a big success. And as I say, the question of exact date is not so important. Thank you. Merci beaucoup. Merci, messieurs, pour votre participation. Thank you very much, Mr. Chernenko. You are part of the civil society of Ukraine. Merci beaucoup, Monsieur Krivensky. Donc, vous êtes journaliste et vous êtes ici vous-même d'une minorité. Monsieur Malos, merci beaucoup. Vous êtes, entre autres, président de Vocal Europe. Et Madame Wiesler-Lima, vous êtes députée européenne. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de se joindre à nous. Merci. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Merci.